Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le 5 juin 2025, mesdames, messieurs, bienvenue à cette session d'information, la grande édition du journal télévisé sur Géopolis Télévision. D'abord, le titre. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a reçu Martin Fayulu ce jeudi 5 juin 2025 au Palais de la Nation. Cette rencontre fait suite à la demande du leader du parti politique SID. On aura le détail donc dans ce journal. Et puis, célébration ce jeudi de la journée mondiale de l'environnement sous le thème vers un avenir sans plastique à Kinshasa. Plusieurs activités ont eu lieu quant à ce. Et à l'international, dans le cadre d'une stratégie nationale visant à stimuler l'industrie locale et à réduire la dépendance à l'égard de l'exportation de ressources non transformées, le Gabon prévoit de cesser d'exporter du manganèse brut d'ici à 2029. Encore une fois, bienvenue à ce journal. Je l'ai annoncé au titre de la parole aux actes. Après avoir demandé à rencontrer le président Félix Tshisekedi, l'opposant Martin Fayulu et quelques membres de son parti ont été reçus ce jeudi 5 juin par le chef de l'État au centre de leur échange. Le piste de solutions à explorer pour sortir le pays de la crise actuelle, marquée notamment par la guerre menée dans l'Est par le M23. Et puisque nous en parlons, nous recevons sur ce plateau José Junior Owawa, journaliste à Géopolis Forum, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir à Blessed Kouzola, bonsoir aux téléspectateurs de Géopolis Télévision. Alors, la grande actualité de cette soirée est donc dominée par l'actualité, allais-je dire, de cette soirée est donc dominée par cette rencontre entre Félix Tshisekedi, président de la République, et Martin Fayulu, leader politique du parti SID. Une rencontre qui, en tout cas, a fait du bien à plusieurs de Congolais. Quelle analyse faites-vous après cette rencontre, d'autant plus que Martin Fayulu avait un message clair à donner au président de la République? Voilà, il n'y a pas forcément d'analyse à faire parce qu'il s'agit de la matérialisation de ce qu'il a déclaré dans sa dernière communication politique. Et dans cela, il a parlé, il avait formulé son vœu de vouloir rencontrer le chef de l'État pour évoquer, parler, échanger autour de la situation sociopolitique dans laquelle se trouve le pays, notamment la guerre d'agression de l'Est du pays, et également la situation politique qui est délétère aujourd'hui avec la nécessité de pouvoir parler ou nécessité de pouvoir évoquer la possibilité pour les acteurs politiques et sociaux de pouvoir se parler. Finalement, il a rencontré, c'était autour de 16h, 16h40 exact selon l'heure de la présidence, qui est Martin Fayulu a franchi les portillons, a franchi les portails de la présidence, du Palais de la Nation, ici à Gombe, pour rencontrer le chef de l'État. Et la rencontre a duré autour, selon les sources de la présidence, autour de 2 heures d'échange entre les deux parties. Félix Tshisekedi, accompagné de sa garde rapprochée, je veux dire son état-major politique et les milliers souliers, sa première ceinture. Pareil pour Martin Fayulu qui est venu avec ses 3 collaborateurs, Devos Kitoko, Prince Penge et Lexus Légal. Voilà, Alex Nende. Alors, c'est Dende. Alors, c'est comme ça, c'est autour de ça, au sortir de la rencontre, où Martin Fayulu a déclaré ce qu'il a déjà dit, qu'il n'y avait pas 36 solutions à la crise. Il a plaidé pour que le chef de l'État puisse recevoir les
cadre de l'ECC et de la SENCO, qui sont porteurs d'un pacte dit social, c'est-à-dire une initiative visant la décrispation du climat politique. Vous savez que ces acteurs politiques avaient été un peu partout à travers le pays, à travers le monde, pour rencontrer les acteurs impliqués, les facilitateurs autour de la crise congolaise, pour parler justement avec eux. Et c'est dans ce cadre que Martin Fayulu estime qu'il est temps pour les chefs de l'État de pouvoir rencontrer ces gens et parler avec eux autour de cela pour tenter de trouver une solution à la crise. Il a aussi apporté une proposition visant la création de ce qu'il a appelé le camp de la patrie. Le camp de la patrie, parce qu'il estime que le pays est secoué de part et d'autre, secoué d'un peu partout. Il y a nécessité qu'il y ait une coalition des acteurs politiques et sociaux du pays de pouvoir travailler autour d'une table pour tenter de trouver la solution pendant que le pays serait en train d'être déchiré, particulièrement dans sa partie orientale. Voilà, c'est autour de ça et que Martin Fayulu est revenu dans sa communication. Alors, après cette rencontre entre Fayulu et Tshisekedi, pensez-vous que le pays pourra enfin sortir de cette crise et que d'autres fils et filles du pays pourront également emboîter les pas? Quel est donc l'avenir de la République démocratique du Congo et ce qui sera fait donc après cette rencontre? Non, la situation ici, il faut rester extrêmement prudent parce que d'autant plus qu'aujourd'hui, vous avez suivi Martin Fayulu, comme je venais d'évoquer, je veux dire, de venir d'étaler sa communication, ce qu'il venait de dire autour de sa rencontre avec le chef de l'État. Il a dit ceci, qu'il y a nécessité de pouvoir, les gens doivent se parler. Il a parlé de la nécessité de pouvoir se parler autour d'une table, d'une table, ce que nous avons appelé au Congo de tout temps le dialogue politique. Le dialogue politique doit s'organiser, mais Martin Fayulu il a nuancé parce qu'on lui a posé la question de savoir s'il devait rencontrer le chef, il avait rencontré le chef de l'État pour rallier son camp et éventuellement participer aux prochaines institutions, parce que c'est évident, parce que le chef de l'État lui-même l'a déclaré qu'il attendait mettre en place un nouveau gouvernement et pour gérer la crise, etc. Martin Fayulu a dit la question n'avait pas été évoquée au cours de cet échange, ce qui sous-attend qu'il y a une brèche qui est ouverte, parce que Martin Fayulu ne fermait pas non plus la porte à travers cette communication. Est-ce que cela est de nature à pouvoir décresper finalement la crise? Ce n'est pas forcément, c'est pas évident, d'autant plus que au stade actuel, nous avons cette situation toujours délétère à l'est du pays. Il y a les pouvoirs de Kinshasa qui continuent à négocier avec la rébellion à l'est du pays, qui continue à négocier avec la rébellion au niveau de Doha. Et en même temps, vous avez le pouvoir de Kinshasa qui négocie avec le pouvoir de Kigali à Washington pour tenter justement de conclure un accord, mettre fin à cette crise. Et au même moment, il y a cette initiative nationale qui a comme objectif de pouvoir décresper la situation. Il y a 3 initiatives qui concourent au même moment. Je n'ai pas oublié l'initiative de l'Union africaine, mais tout ça, il faut rester extrêmement prudent parce que les évolutions sur le terrain font état d'une situation volatile. Parce que dans l'entretemps, pendant qu'ils sont en train de négocier, vous êtes au courant qu'à l'Est, ça continue à tirer. Les gens sont en train de nourrir une situation délétère qui continue avec la crise humanitaire par les pays donateurs. Donc, nous devons être un peu prudents et en même temps croire à ce que la bonne foi des acteurs puisse pouvoir contribuer justement à la description de la situation pour voir comment ça va y parvenir. Merci à vous, José Junior Ouawa, pour votre intervention. Merci beaucoup, Blessed Kouzola. On va prendre cette information en bref. Le département d'État des États-Unis a adopté une position plus ferme sur les questions de sécurité internationale. Ce jeudi, la République démocratique du Congo a été inscrite sur une liste réduite de 21 pays classés au niveau 4, le plus élevé dans le système d'alerte aux voyageurs du gouvernement américain, équivalent à une interdiction stricte de s'y rendre dans le pays. Ces classements placent désormais la RDC aux côtés des régions en conflit telles que la Syrie, l'Afghanistan et l'Iran.
Et lors d'un point de presse organisé au siège du CESTAC ce jeudi 5 juin, son président Christian Bossembe a tenu à éclairer l'opinion au sujet de la récente décision de cet organe qu'il dirige d'interdire à tous les médias de diffuser ou même de relayer les activités du président honoraire Joseph Kabila ainsi que celles de son parti, le PPRD. Pour plus de détails, suivez ce propos de Christian Bossembe recueilli par Francine Moukeba et Eli Kabea, qui était sur place pour le compte de Géopolis Télévision. Il était donc question pour nous de remettre les choses à leur place. Alors, je voudrais d'abord, avant tout, de vous dire notre attachement aux valeurs constitutionnelles. Je voudrais ici rappeler à tout le monde, nous, le CESAC, nous ne sommes pas une association sans but lucratif. Nous ne sommes pas une organisation ou une corporation. Nous sommes une institution d'appui à la démocratie. Si les gouvernements avaient suspendu la plateforme FCC, on aurait pris la décision d'interdire les gens qui appartiennent à cette famille-là pour parler des activités de cette famille politique-là. Je suis vraiment très nuancé que les gens doivent comprendre. Je ne dis pas encore ici qu'il ne faut pas inviter les gens du PPRD. Non. Invitez ceux qui sont du PPRD, il n'y a aucun problème. Mais ne les invitez pas dans leur casquette de membres du PPRD. Je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'avant qu'ils ne soient membres du PPRD, c'est d'abord un citoyen congolais qui jouit de ses libertés que je ne saurais pas les enlever. Et personne ne peut enlever ces libertés-là si ce n'est le juge. Mais maintenant, nous, ce que nous faisons, c'est ceci. Lorsque vous êtes membre du PPRD et que vous voulez parler du PPRD à la télévision, on dit non, vous n'en parlez pas. Mais si vous êtes un membre d'un autre parti politique, vous voulez parler de votre parti politique qui n'est pas suspendu par le gouvernement, il n'y a pas de problème. Encore une fois, je dis ceci. Nous n'avons pas dit faire l'apologie des Kabila. On a dit faire l'apologie du crime et la banalisation de ce qui se passe à l'Est. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas faire l'apologie de la personne de Kabila. Non. Faire l'apologie du crime et faire l'apologie de ce qui se passe de mauvais là-bas. Mais je répète encore, monsieur l'ancien président Kabila, nous n'avons aucun problème avec la personne. Non, c'est pour nous, il n'y a pas de problème là-bas. Il ne faut pas que ces gens, ceux qui pensent comme ça, je veux dire ça en lingala comme au lobby, on dirait comme ils buzzent na bangote, ça buzz na bangote. Seulement tout lobby boye. Makambo etali mokondiambo kayakala. Makambo na ye o azosala na Goma. Ndenge bakobatela ye pa ya ba rebelle na ba terroriste wana ndenga kotela kina Kigali pa vanda wana makambo na ye wana toza na posa koyoka ngona ba média na biso te balobela yango te. Si on ne se comprend pas à la base, ça va être très compliqué. Tolobi na bino te bo nier existence ya Kabila te tolobi yango te. Tolobi te ke bo nier existence na ye. Comment bo nier existence ya mutasali 18 ans na pouvoir bo nier existence na ye. Ceux qui te bandent tout nier bon to nier constitution pas comment dans la constitution. To sande. Non, tolobi na makambo zo leka na minute oyo na ngonga oyo. Makambo na ye présence na ye na Goma, ba image na ye, ba déclaration na ye, makambo azoloba. Toza na posa na ngote na ngonga oyo. Nde tolobi. Ceux qui makambo ni sili ngonga ngo eleki, ba kozonga sa makambo na ye normalement ya. Dans un registre plus diplomatique, un nouveau passeport est en circulation en République démocratique du Congo. C'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a procédé à son lancement officiel ce jeudi 5 juin à Kinshasa. Ces changements s'inscrivent dans le cadre de la digitalisation du système, avec notamment la possibilité d'un préenregistrement en ligne sans avoir à s'y déplacer. Il est également prévu la mise en place de centres de capture dans les différents districts de Kinshasa ainsi que dans le province. Patience Lokeke. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé ce jeudi à Kinshasa le nouveau passeport biométrique mis à disposition par le ministère des Affaires étrangères. Plusieurs raisons ont motivé ces changements, parmi lesquels le renforcement de la sécurité, l'intégration des technologies de pointe pour lutter contre la fraude et la simplification du processus d'acquisition grâce à une procédure désormais entièrement numérique. Le nouveau passeport répond aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Selon les autorités, les citoyens ayant déjà introduit une demande de passeport, y compris ceux possédant encore l'ancien modèle, seront automatiquement pris en charge pour bénéficier du nouveau document. La coexistence entre l'ancien et le nouveau passeport est prévue jusqu'en 2030. Les détenteurs actuels pourront donc continuer à utiliser leur titre de voyage jusqu'à son expiration. Le coût du nouveau passeport a été fixé à
cette enseigne de l'art américain, le paiement pourra s'effectuer en espèces auprès des agences de la Banque Equity BCDC ou en ligne via les sites officiels dédiés. Avec cette réforme, le gouvernement attend offrir un service plus rapide, plus sûr et accessible tout en protégeant les citoyens contre toute hausse arbitraire du coût du passeport. La cérémonie des lancements marque ainsi les débuts d'une nouvelle ère dans la gestion des documents de voyage en RDC. Toujours, c'est jeudi Kisangani célèbre un triste anniversaire. 25 ans se sont écoulés depuis la ville chef-lieu de la province de la Chopo, qui a été donc le théâtre d'une guerre éclair entre les forces rwandaises et ougandaises. À cette occasion, Amnesty International publie un rapport accablant intitulé « Le Congo, ça ne meut personne », dans lequel l'organisation dénonce l'oubli, l'impunité et l'inaction judiciaire autour de cette tragédie. Le rapport pointe l'absence totale de justice pour les crimes commis durant ce conflit, l'un des plus violents de la Deuxième Guerre du Congo. Selon Amnesty, en un quart de siècle, aucune enquête criminelle n'a été menée, aucun procès n'a été ouvert et personne n'a été tenu responsable des atrocités perpétrées. Un silence judiciaire lourd que les victimes et leurs proches vivent comme une seconde peine. Pour rappel, en juin 2000, Kisangani a été le théâtre d'affrontements directs entre deux anciennes armées alliées, le Rwanda et l'Ouganda, sur le sol congolais. Pendant 6 jours, les combats font rage dans la ville. Des zones civiles densément peuplées sont pillonnées sans distinction. Les bilans font état de centaines de morts, de milliers de blessés, de viols systématiques et d'un vaste pillage des biens de la population. Malgré la gravité des faits, ni les juridictions congolaises, ni la Cour pénale internationale, incompétentes pour les crimes commis avant 2002, n'ont pris en charge ce dossier. En 2022, la Cour internationale de justice a bien ordonné à l'Ouganda de verser des réparations à la RDC. Mais le processus d'indemnisation, entamé en 2024, reste entaché par des accusations de mauvaise gestion et de détournement. Amnesty International a accueilli les témoignages de plus de 50 personnes, parmi lesquelles des survivants, des membres de la société civile et des acteurs du secteur judiciaire. Tous décrivent un sentiment d'abandon profond, renforcé par la lenteur de la réponse des autorités. À Kisangani, le souvenir de ces jours sombres reste vif et les cicatrices visibles dans les familles et les quartiers touchés. Une autre célébration a eu lieu aujourd'hui, une commémoration ou célébration en cette journée du 5 juin. Cette fois, c'est la journée mondiale de l'environnement qui a été donc placée sous le thème « Un avenir sans plastique ». La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a lancé un appel à une mobilisation générale contre la pollution plastique, en particulier dans les agglomérations, notamment à Kinshasa. José Junior Owawa était sur place. Suivez. Devant un parterre d'invités, la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, s'étend sur la nécessité pour la République démocratique du Congo de continuer à œuvrer pour la protection de l'écosystème en vue de faire face aux défis liés à la pollution plastique. La pollution plastique est un fléau planétaire qui affecte tous nos écosystèmes, notre sol, nos cours d'eau, nos villes, ainsi que nos activités quotidiennes. Elle impacte négativement la santé humaine et la biodiversité, contribue significativement à la hausse de la température planétaire, rend imperméable le sol en empêchant l'infiltration de l'eau, ce qui occasionne des inondations. Particulièrement touchée par ce fléau, la situation de la ville de Kinshasa préoccupe particulièrement la ministre d'État. La ville de Kinshasa est en proie à une accumulation massive
des déchets plastiques et à l'occupation illégale et abusive des espaces verts, empêchant ainsi la population quinoise à accéder à un environnement sain. La production quotidienne de plus de 10 000 tonnes de déchets solides à Kinshasa, dont 40% constitués de déchets plastiques, nécessite une gestion efficiente au regard de l'explosion démographique et des besoins y rattachés. Elle nécessite aussi une bonne coordination entre producteurs, consommateurs et les pouvoirs publics afin de redéfinir la chaîne de valeur de la gestion des déchets plastiques. Au sujet de la baie d'Ongaliema, au cœur de l'actualité quinoise depuis les dernières inondations qui ont secoué la capitale congolaise, F. Bazaïba rassure. La sanctuarisation de la baie d'Ongaliema s'inscrit dans l'optique de la végétalisation des espaces en milieu urbain qui est l'une des actions les plus régulièrement mises en avant pour atténuer les effets du changement climatique et s'adapter à ceux-ci, notamment pour lutter contre l'aggravation du phénomène d'îlots de chaleur urbains, mais aussi pour créer des parcs récréatifs écotouristiques afin de contribuer à l'amélioration de l'environnement cadre de vie des habitants et à la valorisation du patrimoine forestier national. Tous mobilisés, les acteurs venus de tous les horizons se disent déterminés à contribuer chacun en ce qui le concerne pour inverser la tendance. À l'occasion de cette journée, les élèves ont été sensibilisés à l'éducation environnementale et à la gestion des déchets scolaires. Cette activité à l'initiative des ONG Horizon Vert et Oui Nous Pouvons, en collaboration avec l'ambassade de Suisse en République démocratique du Congo, s'est déroulée au lycée Nakinga dans la commune de Kasavubu en ce jour où l'on célèbre l'environnement. Reportage d'Eli Kabea. C'est sous un soleil ardent que les élèves du lycée Nakinga dans la commune de Kasavubu ont été sensibilisés par les ONG Horizon Vert et Oui Nous Pouvons en collaboration avec l'ambassade de Suisse en RDC ce jeudi 5 juin 2025 à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'environnement. Ce, dans le cadre du prolongement de leur projet de sensibilisation des élèves à l'éducation environnementale et à la gestion des déchets en milieu scolaire intitulé Une école éco-citoyenne pour la jeunesse quinoise. Comprendre l'environnement, changement climatique et forêt, gestion des déchets, plantation de arbres, éveil patriotique et responsabilité environnementale, corrélation entre l'environnement et la santé, toutes ces thématiques ont été abordées et les élèves ont suffisamment appris. Il faut protéger notre environnement et ils ont aussi montré comment gérer nos déchets. Et pour gérer les déchets, il faut avoir une poubelle. Les déchets et les déchets nous aident aussi pour créer des choses qui seront utiles devant. On est la génération future, donc on doit entretenir notre entourage, surtout nos maisons et nos écoles. Les organisateurs ont également expliqué le contenu de leur projet, mais également leurs partenaires. L'objectif de la journée était de parler avec les élèves sur la protection de l'environnement, de sensibiliser les élèves sur ce sujet-là. Nous avons eu l'honneur, l'ambassade de Suisse, de soutenir deux acteurs quinois qui ont initié cette activité. Donc, Oui Nous Pouvons et Horizon Vert, deux ONG. Et le message de la journée, c'était qu'en fait, ensemble, nous pouvons protéger l'environnement. Nous voulions contribuer d'abord à la gestion des déchets en milieu urbain et à la lutte contre le changement climatique par les bonnes pratiques environnementales en milieu scolaire. Car nous savons que la jeunesse, c'est l'avenir de demain et les élèves ont cette capacité-là d'intérioriser les matières apprises et le mettre en pratique. Et j'ai intervenu par rapport à montrer la collaboration qui existe entre
la gestion des déchets et la santé, parce que là, ça nous expose à différentes maladies, entre autres, on peut citer le paludisme, on peut également citer les choléra, suite aux contaminations d'eau, mais autres maladies comme des infections cutanées. Le groupement des ONG Horizon Vert et Oui Nous Pouvons avons initié un projet sur la sensibilisation, sur la conscientisation de la jeunesse au niveau des écoles sur l'éducation environnementale. Et nous avons bénéficié de l'appui, de l'accompagnement de l'ambassade de Suisse et qu'aujourd'hui, à cette occasion, nous pouvons que les remercier et remercier également l'école qui nous a accueillis. Notons que la journée mondiale de l'environnement célébrée ce jeudi avait pour thème « Vers un avenir sans plastique ». Et puis, le mercredi 4 juin dernier, le monde entier a célébré la journée internationale des enfants victimes innocentes de conflits armés et de guerres. À cette occasion, Anwar Othman Barouk Al-Baroudi, ambassadeur des Émirats Arabes Unis accrédité en République démocratique du Congo, a rencontré la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. Cette rencontre visait à apporter un soutien concret aux déplacés de l'Est du pays durement affectés par le conflit et le souffrance humanitaire. Le souffrance humaine, allais-je dire. Suivez. Lors de cet échange, les deux parties ont discuté de modalités et des perspectives de coopération bilatérale, notamment en matière d'aide humanitaire. L'ambassadeur a réaffirmé que cette initiative s'inscrit pleinement dans la stratégie d'aide étrangère des Émirats Arabes Unis visant à renforcer l'appui aux populations vulnérables. Une enveloppe a été mise à disposition pour répondre aux besoins humanitaires des personnes les plus vulnérables, a déclaré l'ambassadeur. تشرفت اليوم بلقاء معالي الوزيرة عزيزة ناتالي مونانا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الإنساني والتضامن الوطني حيث تم بحث ومناقشة سبل التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجال المساعدات الإنسانية. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de rencontrer son Excellence Aziza Nathalie Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. À l'issue de cette rencontre, nous avons discuté des modalités, les voies et moyens de raffermir la coopération bilatérale entre les deux pays amis, notamment dans les domaines de l'aide humanitaire. À cet égard, je tiens à souligner les points suivants. Premièrement, cette coopération s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'aide étrangère des Émirats Arabes Unis, conformément à l'article 9 des 10 principes pour les 50 prochaines années qui stipule que l'aide étrangère s'inscrit dans le parcours et l'engagement moral des Émirats Arabes Unis en faveur des populations défavorisées. Deuxièmement, je suis venu aujourd'hui pour honorer l'engagement des Émirats Arabes Unis à soutenir le peuple ami de la République démocratique du Congo en disponibilisant une enveloppe de $500 000 pour répondre à la situation humanitaire de personnes déplacées dans l'Est de la RDC suite aux conflits, aux guerres et aux souffrances humaines. Cette assistance témoigne de la solidarité et du soutien des Émirats Arabes Unis envers ces enfants innocents, victimes de violences et de souffrances dans des zones en crise, pourtant riches en ressources naturelles. L'objectif de cette aide est de garantir un environnement sûr et propice au développement de ces enfants, leur offrant un cadre paisible où ils pourront grandir en toute sécurité. La ministre Nathalie Aziza Mounana a exprimé au nom des enfants victimes sa profonde reconnaissance envers les Émirats Arabes Unis. Elle a salué ces gestes significatifs qui viennent soulager, ne serait-ce qu'un peu, la détresse de ces jeunes, véritable espoir d'un avenir meilleur pour les Congo.
Et dans un registre plus nécrologique à présent, la mort n'arrête pas l'amour, dit un adage populaire. La fondation Gilbert Tshongo Chibinkubula Wantumba organisera en ce mois de juin à Kinshasa une double cérémonie pour commémorer la mémoire de l'ancien ministre de l'énergie du gouvernement Muzito III et directeur général honoraire de la régie des distributions d'eau, Régie des eaux en sigle, pour ses bons et loyaux services rendus à la nation et à la valorisation de la profession des plombiers. De plus amples détails avec Dieudonné Bonali. La mort n'arrête pas l'amour, dit un adage populaire. La fondation Gilbert Tshongo Chibinkubula Wantumba organisera au mois de juin prochain à Kinshasa une double cérémonie pour commémorer la mémoire de l'ancien ministre de l'énergie du gouvernement Muzito III et directeur général honoraire de la régie de distribution d'eau de la République démocratique du Congo, Régie des eaux en sigle, pour ses bons et loyaux services rendus à la nation et à la valorisation de la profession des plombiers. Je réponds au nom d'Isabelle Mwengaiwa Tshongo Lopez, la coordinatrice de la fondation Gilbert Tshongo Chibinkubula Wantumba. La fondation organise le vendredi 13 de 15h30 à 20h une double célébration, une exposition photo dédiée à M. Gilbert Tshongo Chibinkubula Wantumba pour lui rendre hommage. La deuxième célébration, nous mettrons en valeur les plombiers. Une célébration spéciale en l'honneur de plombiers. Le métier de plombier est plus qu'un simple travail. C'est une vocation, un savoir-faire et service aux autres. Nous espérons vous voir nombreux à cette célébration. Le 13 au restaurant Zamani, 3 chemins Zamani, Kinshasa Gombe. Merci. Né le 19 août 1942 à Lusambo, Gilbert Tshongo Chibinkubula Wantumba est décédé à Kinshasa le 1er février 2021. Professionnellement parlant, avant de basculer dans le monde politique, Tshongo a passé une grande partie de sa carrière professionnelle à la Régie des eaux, la compagnie publique d'eau du pays. En 1962, il rejoint la Régie des eaux comme simple agent, puis deviendra par la suite directeur des usines électromécaniques et hydrauliques de Cabinda. Au sein de cette entreprise publique, Tshongo Gilbert va y gravir tous les échelons jusqu'à devenir président directeur général de la Régie des eaux. Cordial bienvenue. Madame, Monsieur, place à présent à la page internationale. Dans le cadre d'une stratégie nationale visant à stimuler l'industrie locale et à réduire la dépendance à l'égard de l'exportation de ressources non transformées, le Gabon prévoit de cesser d'exporter du manganèse brut d'ici à 2029. Cette décision a été annoncée par le gouvernement dans le cadre de ses efforts de transformation de l'économie. Avec le pétrole et les bois, le manganèse est l'une des principales sources de revenus du Gabon, dont la production a atteint 4,6 millions de tonnes métriques en 2024. Suivez. Le Gabon, deuxième producteur mondial de manganèse, dont la production a atteint 4,6 millions de tonnes en 2024, a pour objectif de cesser d'exporter du manganèse non transformé d'ici à 2029. En mettant fin aux exportations de manganèse brut, le Gabon entend développer sa capacité de transformation nationale, créer des emplois qualifiés et tirer davantage de valeur de ses ressources naturelles. Un fonds d'investissement public et privé est prévu pour soutenir la transition, les autorités accordant 3 ans à l'industrie pour investir dans des installations de transformation locales. Le manganèse est l'un des principaux produits d'exportation du Gabon avec le pétrole et les bois et joue un rôle important dans l'économie du pays.
Le gouvernement a pour objectif de diversifier l'économie en dehors du pétrole et d'augmenter la contribution du secteur minier, y compris les manganèses, à plus de 30% du PIB au cours des 15 prochaines années. En 2024, le Gabon représentait 63% des importations américaines de minerais de manganèse selon les chiffres officiels. Cependant, malgré ces richesses naturelles, environ un tiers des 2,3 millions d'habitants du Gabon vivent encore dans la pauvreté. Cela souligne l'objectif du gouvernement d'industrialiser et d'ajouter plus de valeur à ces ressources pour une meilleure redistribution de la richesse nationale. Et au Nigeria, l'agriculture représente 22,7% du PIB et occupe près de 34% de la main-d'œuvre dans ces pays. L'insécurité constante entrave le progrès et la modernisation du secteur tout en représentant un danger pour la sécurité alimentaire. Francine Moukeba. Au Nigeria, le gouvernement cherche à intensifier son plan d'action contre l'insécurité. Dans cette optique, le Centre national de lutte contre le terrorisme et l'Institut national d'agriculture tropicale ont conclu un protocole d'accord le 23 mai 2025 visant à diriger un projet de réhabilitation et de réintégration des anciens militaires et des communautés touchées par les conflits. L'implantation initiale de ces programmes se fera dans les États de Zamfara et de Gombe. Les projets ont surtout pour objectif de mettre en place 5000 agro-entreprises et d'augmenter de 60% les revenus de 50 000 bénéficiaires par les billets de formation technique, d'un soutien en matière d'inclusion financière et d'un accès simplifié aux intrants agricoles. Les programmes s'inscrivent dans un contexte où le gouvernement déplore entre 120 et 150 millions de personnes touchées par l'insécurité. Avec une population d'environ 228 millions d'habitants, l'agriculture représente au Nigeria 22,7% au PIB et emploie environ 34% de la population active. Face à une insécurité persistante de ces secteurs, connaît des perturbations notamment dans l'état du Niger, où 350 000 hectares de terres arables sont non exploitables. Madame, Messieurs, place à présent à la revue de presse avec la sélection et les commentaires de Damoumat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse. Nous l'ouvrons avec Info 27 qui sonne l'alarme. À Kinshasa, la peur est en passe de devenir un mode de vie. La capitale congolaise semble livrée à elle-même. En plein jour, des hommes armés opèrent dans le quartier les plus fréquentés, ciblant commerce, pharmacie, opérateurs de mobile money, parfois même à l'ombre des commissariats ou des camps militaires. Résultat, une insécurité urbaine désormais systémique, reflet d'un État impuissant face à une vague de braquage devenue méthodique. Loin des discours d'attractivité et de stabilité portés à l'international, les tabloïds évoquent une crise de gouvernance qui risque de franchir un seuil irréversible. Mais pendant que les voleurs rôdent, les bulldozers s'activent. Forum de Zas nous apprend que le gouvernement provincial a trouvé un autre champ de bataille, le marché pirate. Nouvelle édition ou plutôt rediffusion de l'opération Balabala et Zawenzete, la rue n'est pas un marché. Un slogan musclé, un air de déjà-vu. Car Forum de Zas s'interroge, pourquoi, malgré tant d'échecs, Daniel Bumba persiste-t-il? Kin Bopeto, Kin Elenda, des noms différents pour des résultats similaires. Les confrères ironisent à peine sur cette obstination qui frôle les rituels. Combattre l'informel pour mieux détourner l'attention de l'insécurité formelle. Pendant ce temps, au-delà des frontières, le vent tourne. Le phare se réjouit. Kigali et ses supplétifs passent un sale temps. Le confrère estime que les lignes bougent sur la scène internationale. Fini, écrit-il, le temps où Paul Kagame pouvait invoquer les génocides pour justifier des décennies de violence. Selon le phare, la communauté internationale aurait enfin levé le voile sur les manœuvres de Kigali, ouvrant la voie à des victoires diplomatiques pour la RDC. La scène se redessine et Kinshasa commence à récolter les dividendes d'un long combat.
narratif. Mais tout n'est pas si simple. La prospérité tempère cet élan. Pour Martin Fayulu, la solution à la crise congolaise ne peut être militaire. Les leaders de l'ICDF, fidèles à sa ligne, insistent sur le dialogue comme unique issue possible pour ramener la paix dans l'est de la RDC. La référence plus revient sur la main tendue de Fayulu à Félix Tshisekedi, une main tendue qui en a surpris plus d'un. Surtout après les communiqués communs signés un mois plus tôt avec Kabila, Katumbi et Sesanga. Certains y voient une stratégie de positionnement pour intégrer les futurs gouvernements d'union nationale évoqués par Tshisekedi. Un procès d'intention, répond le camp Fayulu. Depuis la fameuse déclaration, aucun contact direct n'a eu lieu. Pire, Fayulu n'aurait pas été informé des déplacements de Kabila à Goma et Kigali, franchissant ainsi une ligne rouge. Une manière de dire que les alliances en RDC, comme les rues de Kinshasa, sont toujours en chantier, souvent embouteillées et parfois minées. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de votre attention et à très bientôt. Fin de ce journal, madame, messieurs, je m'en vais vous rappeler les 3 principaux titres de ce jeudi. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a reçu Martin Fayulu ce jeudi 5 juin au Palais de la Nation. Cette rencontre fait suite à la demande du leader du parti politique SID. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis, célébration ce jeudi de la Journée mondiale de l'environnement sous le thème vers un avenir sans plastique à Kinshasa. Plusieurs activités ont eu lieu, notamment au ministère de l'Environnement. Et puis, à l'international, dans le cadre d'une stratégie nationale visant à stimuler l'industrie locale et à réduire la dépendance à l'égard de l'exportation de ressources non transformées, le Gabon prévoit de cesser d'exporter du manganèse brut d'ici à 2029. Voilà, madame, messieurs, ce journal est arrivé à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement pour une nouvelle édition. N'oubliez pas, la vie est courte, faites du bien aux gens. Merci. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.